Dans le cadre de Mélanie Consulte, j'ai la chance de rencontrer des professionnels de leur milieu et vous êtes tellement gentils, les gens. Vous m'écrivez, vous me donnez vos commentaires, vous me dites ce que vous aimez et vous me dites aussi ce que vous trouvez comme sujet qui mériterait d'aller un peu plus en profondeur. Et on m'a écrit, on m'a demandé, est-ce qu'on peut parler d'anxiété généralisée encore plus? Puis là, évidemment, l'anxiété, je pense que ça touche beaucoup de gens. On en a déjà parlé avec Stéphane Bouchard, qui est psychologue aussi, professeur à l'Université du Québec en Outaouais et qui est à la tête d'une chaire de recherche canadienne sur les phobies, l'anxiété, les TOC. On en a déjà parlé. Il est déjà venu, puis il est tout le temps bien généreux et bien gentil. Fait qu'aujourd'hui, on va replonger un peu là-dedans. On retourne dans l'anxiété généralisée, ce qui me fait faire un peu d'anxiété parce que j'ai très, très peur qu'il me diagnostique quelque chose que je sais pas. Fait que, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ça, là, l'anxiété généralisée. C'est parti! Salut Stéphane! Allô, Toujours un plaisir de te revoir. moi aussi. Donc là, ben, tu as entendu, il y a des gens qui m'ont écrit et ont dit parler encore d'anxiété généralisée. Je me souviens que la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était dans l'épisode des troubles paniques. Puis le mot généralisé m'avait fait bien peur. Là, on avait désamorcé parce que je pense que tu m'avais expliqué que quand on parle d'anxiété généralisée, c'est parce que c'est plusieurs types d'inquiétudes. C'était beaucoup la peur des sensations. Fait que, ben, allons-y plus en profondeur. Coudon, allons voir ça. Ben, écoute, ça fait plaisir d'en parler parce que l'anxiété généralisée, ben, c'est sûr que les gens sont généralement anxieux, ça, mais tu sais, on peut être généralement anxieux pour un paquet de raisons. Fait que c'est pas tout à fait ça l'anxiété généralisée. Tu sais, on parlait des attaques de panique. Ben, les gens qui ont peur d'avoir une attaque de panique un peu n'importe quand sont généralement anxieux. On a parlé des TOC. Fait que euh, fait que le terme généralisé peut être un petit peu mêlant. Le point important, c'est que au cœur de l'anxiété généralisée, ce qu'on a, c'est des inquiétudes. Fait que c'est des gens qui s'inquiètent continuellement, puis vu qu'ils s'inquiètent continuellement, ben ça vient généraliser. Fait que c'est à peu près 5% de la population, 5-7%, qui à un moment donné dans leur vie vont correspondre, ce qu'ils vivent correspond à ça. Puis le point clé, là, je reviens, c'est vraiment l'idée d'avoir un hamster sur les stéroïdes dans leur tête. Tu sais, on pense à toutes sortes d'affaires, puis on s'inquiète, puis là, mais il y a des gens qui s'inquiètent comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis qui passent plein de thèmes. Si tu t'inquiètes juste sur lundi parce que tu as peur de retourner au travail, c'est peut-être parce que tu n'aimes pas ta job. Si tu t'inquiètes juste à un spectacle, ben, c'est peut-être parce que tu es stressé par rapport au show que tu vas faire. Mais si tu t'inquiètes à propos de l'argent, à propos de ce qui va arriver, à propos de tes enfants ou de tes petits-enfants ou des enfants des autres, ben là, les gens ont comme une tendance à s'inquiéter sur plusieurs choses, puis continuellement sont sur un stress parce qu'ils sont toujours en train de s'inquiéter. Puis à un moment donné, ces gens-là, ils vont même dire qu'ils s'inquiètent tellement qu'ils s'inquiètent à propos du fait qu'ils s'inquiètent. Puis là, ils ont le voyage de s'inquiéter. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la peur d'avoir peur? Souvent, quand les gens parlent de la peur d'avoir peur, on réfère à l'agoraphobie, au trouble panique, qui est la peur des sensations que tu as quand tu as peur. Fait qu'il pourrait y avoir un lien, mais là, c'est pas la peur d'avoir peur, comme la peur qu'il peut arriver quelque chose, puis je suis pas sûr de comment est-ce que je vais m'en sortir, puis qu'est-ce qui va arriver. Fait que je pense, l'exemple là, typique que j'avais, un exemple un peu, je le déforme un petit peu pour pas qu'on reconnaisse personne, là, mais une dame qui dit, écoute, moi je travaille à Gatineau, fait que la dame qui travaille au fédéral dit, écoute, monsieur Bouchard, ça se peut que faut que je vous consulte parce que je suis super stressé, ça se peut que mon mari il déménage. Parce que ça se peut qu'on déménage, en fait, parce que ça se peut que mon mari ait une job à Montréal, puis là, il va falloir déménager de Gatineau à Montréal parce qu'on travaille au fédéral, blablabla. Fait que là, elle est super stressée sur ça se peut qu'on déménage, puis là, bon, fait qu'on commence à jaser. Puis là, 2-3 semaines après, elle vient me revoir, puis là, elle dit, écoutez, M. Bouchard, ça m'a aidé ce que vous avez dit, parce que là, finalement, on déménage plus. Parce que mon mari, il ne sera pas déplacé. Mais là, j'ai peur parce que l'école veut me rencontrer pour mon enfant. Puis là, ben, s'ils me rencontrent pour mon kid, ils vont me demander quoi. Fait que quand tu regardes un petit peu le processus, la madame, elle se disait, ben, si on déménage à Montréal, je vais aller où? Puis là, si je vais rester où? C'est quel genre de quartier? Puis là, on va-tu avoir 2 maisons en même temps? On va-tu déménager les enfants à l'école ou non? Puis là, ben, si on déménage les enfants à l'école, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont-tu perdre leur moyenne? Fait que, tu sais, à chaque fois que tu penses à une affaire, ça amène une autre idée, qui amène une autre idée, qui amène une autre idée, puis tout d'un coup, ben, on est continuellement en train de se poser des questions, d'essayer de trouver des solutions, alors que, quelque part, le problème, il n'est pas arrivé encore.
La madame, elle ne déménage pas. Ça se peut que son mari soit transféré, puis si là, il est transféré, ça se peut qu'elle déménage. Fait qu'on est en train d'essayer de prévenir un problème qui n'est peut-être pas encore arrivé. C'est ça, c'est des appréhensions, mais c'est très créatif, là. C'est des scénarios par-dessus des scénarios par-dessus des scénarios. Oui. Puis, tu sais, moi, je dirais en mauvaise blague, là, mais, tu sais, on connaît tous quelqu'un dans notre famille qui est un peu comme ça, puis qui s'inquiète peut-être pour nous autres ou pour nos enfants. Puis qui tu dis, ben si j'y raconte ça, tu sais, dans un party ou quand on va se rencontrer, j'y en parlerai pas parce qu'elle va s'inquiéter avec ça, même si c'est pas son problème. Ben, je dis pas que ces gens-là souffrent d'anxiété généralisée, mais c'est le profil typique de le terme souvent, tu parlais de pour le trouble panique, la peur d'avoir peur, ben l'anxiété généralisée, c'est un peu la maladie des inquiétudes. Okay. Fait que c'est vraiment tout le temps en train de s'inquiéter, puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, les clients ils vont dire, écoutez, M. Bouchard, peux-tu m'inquiéter moins? Mais souvent, ils veulent plus s'inquiéter. Ils veulent arrêter de s'inquiéter trop. Ce qui est une petite nuance qu'on va revenir tantôt qui fait une belle différence en thérapie. Oui, ça doit, parce que moi, c'est sûr que la première question qui me vient, c'est... Ça me rappelle quelque chose, en fait. Dans la vingtaine, moi, quand j'avais 20 ans, je faisais beaucoup de scénarios. Je me demande qu'est-ce qui est arrivé. Je sais qu'à un moment donné, je me suis mis à me parler et faire « Hey, là, ça va faire, là. » Ça avait pas de... C'est ça, il a fallu que je me parle, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour que j'arrête, mais je sais que à 30 ans, je faisais plus ça, tu sais. Mais dans ma vingtaine, c'était constamment des scénarios, puis des psy arrivent ici, parce que je me disais, c'était comme une fausse illusion de je me protégeais mes gars. Je savais tout quoi faire s'il était pour arriver quelque chose. T'es en plein dessus. C'est que, vois-tu, au cœur de l'anxiété généralisée, comme dans tous les troubles anxieux, il y a la perception d'une menace, puis on évite quelque chose. Puis là, ça maintient. Ben, dans le trouble d'anxiété généralisée, le cœur, c'est l'intolérance à l'incertitude. C'est du monde qui, l'incertitude, là, sont pas capables d'endurer ça, ils sont intolérants, ça les énerve. Fait que si je vais prendre l'exemple de ma madame, si on déménage, je fais quoi? Fait que plutôt que de dire, on verra bien ce qui va arriver, ben là, elle se dit, OK, il faut que je me protège. Fait que je vais essayer de trouver des solutions par rapport à cette incertitude-là. Fait que là, on va déménager où? Mais là, déménager où, ça veut dire avoir une maison ou deux maisons. Oups, on vient de surveiller une autre incertitude, puis là, on repart sur celle-là. Puis là, après ça, ben si on déménage, puis on a deux maisons, ma fille, elle vient-tu avec moi ou elle reste ou on fait quoi? Une garde partagée? Hop, une troisième idée. Fait que là, on butine d'un à l'autre comme ça. Puis ce qu'il y a derrière cette intolérance à l'incertitude-là, c'est beaucoup, entre autres, comme tu as dit, une recherche de solutions à des problèmes qui ne sont pas arrivés encore. Parce que l'incertitude, tu sais, peut-être que la caméra va couper dans 2 secondes, peut-être que je vais être malade tantôt. Tu sais, la vie est pleine d'incertitudes. Fait qu'une fois que tu commences à t'inquiéter, ben ça amène un autre, à un autre, à un autre. Puis, beaucoup, le fait de s'inquiéter, ça donne un peu l'impression que j'ai bien fait de m'inquiéter parce que si le problème n'est pas arrivé, c'est parce que ou bien je me suis bien préparé pour m'en sortir, ou si le problème était arrivé, j'aurais été prête. Dans les deux cas, vas-y. Ouais. Ça peut devenir un cercle vicieux comme on ne peut plus sortir parce que justement, ça devient sécurisant d'être prêt. C'est ça. Puis c'est là que, en voulant se préparer, ben on surprépare un problème qui n'est pas encore là. Fait que là, on a vraiment l'impression qu'on a bien fait. Puis ça donne moins la confiance de dire, OK, je vais être capable de gérer des problèmes à froid, pas préparé. Parce que je suis tout le temps préparé à tout, qui n'arrive pas tout le temps. Fait que là, je suis tout le temps en train de m'inquiéter. Fait que c'est ça, les inquiétudes, c'est un processus où on cherche des solutions à une foule de problèmes avant qu'ils arrivent pour essayer de trouver des solutions parce qu'on est stressé par rapport à ça. Fait que comme tu dis, au début de carrière peut-être, ou quand on est dans des transitions de vie, on veut penser à tout, l'incertitude est partout, puis plutôt que de dire bah, ça va bien aller, c'est un peu insouciant, ça, on n'aime pas ça. Fait qu'on va essayer de trouver des solutions. Beaucoup derrière l'intolérance à l'incertitude, le fait de s'inquiéter, c'est une démarche pour trouver des solutions à des problèmes quand ils vont arriver. Ce qui est plate, c'est que si le problème n'arrive pas, tu passes ton temps à t'inquiéter pour des affaires qui n'arrivent pas encore. Non, c'est ça, mais j'essaie de me rappeler quand c'était plus vif chez moi d'être comme ça. C'est que moi, le fait d'avoir trouvé des solutions me donnait du courage. Fait que c'est ça, ça nourrissait vraiment quelque chose de positif dans ma perception de la patente, jusqu'à temps que je me rende compte que ça n'avait pas de bon sens. J'avais comme l'impression, tu sais, les ordinateurs avec les fans là, qui roulent. Ouais. J'avais l'impression que j'avais la fan qui spinait puis que ça surchauffait mon cerveau. Puis j'étais comme, faut que j'enlève cette fonction-là. Là, c'est trop exigeant. Puis
c'est ça que les gens qui souffrent d'anxiété généralisée nous racontent. Je dis pas que c'est ça que tu avais, mais c'est beaucoup ce qu'on entend. C'est comme ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis là, maintenant, on va épuiser. Puis là, on se dit, shit, si je continue à m'inquiéter de même, il va m'arriver de quoi de grave. Fait que là, je m'inquiète du fait que je m'inquiète. Fait que là, le fan, il part de l'autre bord, mais il s'inquiète encore plus. Je comprends. Puis c'est beaucoup une tentative pour essayer de prévenir les problèmes. Ou encore, des fois, les gens, plus, appelons ça pensée magique, là, mais l'espoir que si j'y pense comme faux, ça n'arrivera pas. Soit que je peux prévenir les événements, soit que je vais pouvoir influencer ce qui va arriver. Puis pour d'autres personnes, c'est un peu l'idée de se protéger des émotions négatives. J'ai connu une cliente qui me disait, ben, si je m'inquiète beaucoup, puis j'y pense à tout, quand ça va arriver, je vais être prête. Ça va être moins pire. Hey, c'est tellement mon genre de réponse. Mais, tu sais, genre, pour moi, c'est cohérent qu'est-ce qu'elle dit. Tu sais, maintenant, avec le recul, je me sens vraiment moins préoccupée par toutes les insécurités ou les incertitudes, mais je comprends très bien ce qu'elle dit parce que c'est pas con. C'est pas con. Parce que, tu sais, t'as une incertitude, tu sais pas ce qui va arriver, t'es intolérante à ça pour une période de vie peut-être. Fait que, ben, tu le regardes pas en disant, oh, il n'y a rien là, tu sais, tu cherches des solutions. Puis en cherchant des solutions, ben, tu te prépares à un problème qui n'est pas encore arrivé. Parce que c'est important de bien démêler, planifier, puis s'inquiéter. Planifier, mettons, tu planifies ta retraite, tu dis, OK, je vais faire quoi? Je vais avoir des fonds, des REER, des CELI, peu importe. Une fois que c'est fini, ben, tu mets tes petites planifications de côté, puis tu essaies de vivre selon ton plan. Tandis que l'inquiétude, c'est un processus émotif où tu es encore en train de planifier, puis tu es toujours dedans, puis là, tu sais, tu brasses la soupe tout le temps, puis ça devient épuisant, ça devient fatigant, perte de poids, perte d'intérêt, perte d'énergie, fatigue, insomnie. Puis les médecins peuvent s'en faire exprès parce il y a beaucoup de symptômes qui sont les mêmes que la dépression. Pas sur le plan affectif, mais sur le plan physique, les médecins peuvent, ou les professionnels peuvent facilement penser, ah ben la personne est déprimée, elle a des problèmes de concentration, elle dort plus bien, elle a moins d'énergie, dépression. Alors qu'un déprimé, ses thèmes d'inquiétude, c'est pas vers l'avenir, c'est pas vers la menace. Ce à quoi il pense, c'est vers le passé. Je suis une mauvaise personne, j'ai fait des affaires, j'aurais pas dû. Puis la culpabilité, tu traînes un boulet avec toi, mais ton thème de pensée, c'est le boulet que tu traînes. Tandis que l'anxiété, c'est une menace, c'est le danger qui s'en vient. Fait que tu es plus dans le présent et par en avant. Wow, j'aurais tellement aimé ça, savoir ça plus jeune. C'est très clair que la dépression, ça regarde vers le passé, puis l'anxiété, c'est dans les appréhensions, c'est dans le futur. C'est ça. Fait que, puis quand tu appréhendes le futur, pour des stresseurs qui vont pas nécessairement arriver, ben justement, quand il arrive pas, tu dis que j'ai bien fait, puis quand il arrive, tu dis j'ai bien fait parce que je m'en suis sorti. Fait que dans les deux cas, tu conclus que ça vaut la peine. Et donc, s'inquiéter, c'est utile. Puis là, il y a un piège. Parce que c'est ça, les gens vont dire, ben s'inquiéter, c'est utile. Puis le classique que je vais avoir, c'est une bonne maman, ça s'inquiète. Je peux pas m'en foutre de mes enfants. Puis, fait que c'est un peu. Puis je prends 30 secondes pour te donner un exemple. Là, en fait, trois petites métaphores, mais 3 exemples, puis à la fin, on reviendra. Okay. Fait que, bon, premier exemple, c'est de dire, ben, OK, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé ma carrière, je m'inquiétais par rapport à mes finances, payer, faire l'épicerie, etc. Fait que je m'inquiétais tout le temps. Puis grâce à ça, ben, j'allais à l'épicerie, je prenais mes notes, là, je regardais comment ça coûte le bill, puis comment je vais arriver, puis je me disais, ah, OK, fait que j'ai pas manqué d'argent, fait que finalement, s'inquiéter, c'était utile. Mon deuxième exemple, c'est ma fille. Quand elle finissait l'école, tu sais, comme je suis un bon parent, je veux pas que ma fille y arrive quelque chose. Fait que quand elle prenait l'autobus, je disais, fais attention quand tu vas prendre l'autobus. Tu sais, le grand, dans le fond, là, de 6e année, tiens-toi loin, il est pas fin. Puis avant de partir, tu sais, mets tes mitaines, mets ta tuque. Puis quand elle arrivait à 3h, 3h30, ben c'est sûr que tu sais, je regardais par la fenêtre, je tassais à la fenêtre, puis je cognais dans la fenêtre quand elle traverse la rue pour regarder deux bords. Bref, en faisant toutes mes affaires pour la protéger, ben il n'est jamais rien arrivé. Donc, conclusion, tu sais, s'inquiéter, c'est utile. Puis là, je pousse ma loque un petit peu dans mon 3e exemple. Fait que moi, ça fait 50 ans que je m'inquiète de ne pas me faire frapper par la foudre. Puis je ne me suis pas fait frapper par la foudre. Donc, s'inquiéter, c'est utile. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que s'inquiéter par rapport au tonnerre ou la foudre, ben, tu as beau t'inquiéter pendant 1000 heures, c'est pas ça qui va faire que tu vas te faire frapper ou non. Fait que dans mon 3e exemple, on s'inquiète à propos de quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Si tu n'as pas le contrôle, ça ne donne rien d'essayer de le planifier parce que tu n'as pas le contrôle. Deuxième exemple, ma fille, la minute qu'elle passe la porte, là, je n'ai plus le contrôle.
Parce qu'à la minute qu'elle est partie, je veux dire, moi, dans l'autobus, il va arriver ce qui va arriver. Puis à la limite, à force de cogner dans la fenêtre quand elle traverse, je risque plus que de la distraire puis qu'il arrive un accident. Fait que mon point, c'est, dans le cas de ma fille aussi, une fois qu'elle est sortie de la maison, j'ai plus le contrôle. Fait que m'inquiéter, ça sert à rien parce que j'ai pas le contrôle. Mon premier exemple, les finances, ben là, j'ai le contrôle. Fait que s'inquiéter, ça sert à rien. Parce que t'as le contrôle, on peut-tu régler le problème? Puis une fois qu'il est réglé, ben on peut plus rien faire parce qu'on n'a pas le contrôle. Fait que tu sais, il y a comme une espèce de drôle de fourche où quand tu as le contrôle, s'inquiéter, c'est pas utile parce que tu as le contrôle, on peut passer dans l'action. Puis quand tu n'as pas le contrôle, s'inquiéter, c'est utile parce que tu n'as pas le contrôle, ça donne rien. Donc, dans un cas comme dans l'autre, la grande conclusion, c'est que s'inquiéter, c'est jamais utile. Ouais. Fait, et là, ça vient le ouais. Parce que ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tolérer l'incertitude. Puis là, ben, j'entends la personne, la maman de mon deuxième exemple, qui dit ouais, mais moi, je suis une bonne maman, je peux pas m'en foutre. Moi, quand ma fille elle revient en retard, là, ma fille est plus grande maintenant, passé 11 heures, elle n'est pas rentrée. Fait que là, tu sais, j'écoute la radio, je check les postes, j'appelle dans les hôpitaux, je regarde les accidents, les postes de police pour savoir ce qui se passe. Eh oui. Mais en fait, s'inquiéter, c'est pas utile. Parce que si quelque chose qui est arrivé, puis fait que c'est un drôle de piège. Puis la discussion, ça nous amène à dire qu'il faut apprendre, au fond, à tolérer l'incertitude. Oui, mais OK, il y a des incertitudes qui se tolèrent, il y en a qui sont vraiment plus dures à tolérer. Fait que là, moi, ce que je veux que tu m'expliques, c'est comment qu'on tolère. Ben, tu sais, je vais prendre un exemple encore de bête, là, puis on va prendre juste l'exemple de nous deux, parce que les gens qui nous écoutent, ça Tu es en train de dire que tu me tolères, Stéphane? Non, non, mais je vais dire que toi puis moi, on sait toutes les deux qu'on peut mourir. Pourtant, on passe pas notre journée à penser à ça à chaque 30 secondes. Fait que c'est une incertitude qui est grave, décédée, qui est sûre, mais pourtant, on la tolère. Et t'es sûr qu'on la tolère ou on fait du déni? Oh! Ben, puis là, puis là, juste, je reviens avec mon exemple, on touche pas ceux qui sont malades, puis que là, ils peuvent mourir, là, parce que quelqu'un qui a le cancer ou que tu apprends que tu es séropositive ou n'importe quelle maladie, il y a des enjeux. Là. Ouais. Mais moi, je dirais pas qu'on fait le déni, parce que c'est qu'on explore pas ça parce que ben on sait que ça va arriver. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se posent des questions sur la mort, la vie. Puis là, on est angoissé par rapport à ça. Tu sais, c'est une réflexion qui est normale. Ouais. À un moment donné, tu fais ton show, tu fais tes affaires, puis d'un coup, tu réalises, ben, ça fait 6 heures que j'ai pas pensé à ça. Ou je suis pas en train tout le temps de planifier ces choses-là. Fait que c'est l'idée, c'est pas l'idée d'être complètement déconnecté puis de dire qu'on s'en fout. Mais c'est d'être capable de dire oui, il y a un problème réel. Par exemple, je parle de nous deux parce que je sais que t'es pas malade, puis moi non plus. Là. Fait qu'on n'est pas dans cet enjeu-là. Mais tu sais, quelqu'un qui a du monde qui a d'autres affaires de vie c'est plus délicat. Là. Mais reste que ben, la vie est pleine d'incertitudes. Puis on est capable de se développer notre carapace à la tolérer. Puis à dire ouais, c'est vrai que c'est poche, mais ça m'arrivera pas. Puis si ça m'arrive, je verrai bien. Je vais m'en sortir. Tu sais, comme on disait, tu as des shows qui s'en viennent, on est dans le temps de la COVID. Je vais-tu remonter d'autres choses? Je ne l'aurais-tu pas? Ça va-tu? Ben, tu as tout à fait raison. Mais qu'est-ce qui fait que tu es capable de te mobiliser et de travailler aujourd'hui? C'est que tu dis, OK, oui, c'est poche, là, puis c'est une réalité. Mais entre-temps, je vais quand même tolérer ça. Comme quand il fait chaud dehors, puis on a hâte que ça arrive, puis il fait chaud, mais on tend à notre journée, puis on fait ce qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est pas ignorer. Ça serait pas mieux. Fait qu'on n'est pas en train d'ignorer, de se cacher la tête en dessous dans le sable. On est en train de dire oui, c'est vrai, mais. Puis ça nous amène à chercher des solutions qui ne sont pas d'essayer de se rassurer parce qu'on spin là-dedans trop facilement. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de confiance en soi qui vient avec ça, dans le sens où tu te dis, tu sais, il y avait la phrase, moi je travaillais en agence de pub début vingtaine, puis j'avais une chef, là, tu sais, qui me... Mettons, on est tout le temps dans le jeu en agence, on a tout un problème de gestion de campagne, là, tout le monde est tout le temps fâché. Puis elle disait, « Hey, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. » Puis moi, cette phrase-là, ça m'a beaucoup comme détendu, veux pas, mais je trouve que se dire on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière, c'est de savoir qu'on va être capable de le traverser, le pont aussi. Fait qu'il y a une espèce de confiance de
Si le problème est réel et qu'il surgit, j'ai les outils, les capacités de dealer avec. 100% vrai. Puis c'est là qu'est justement, tu sais, le piège de l'évitement. On voit que tu as bien compris. Mais c'est là qu'est le piège de l'évitement. C'est que la personne qui s'inquiète tout le temps, parce qu'elle veut se protéger de l'incertitude, elle n'a pas la chance de réaliser que Clang est capable, quand ça y arrive, pas prête. Fait que, tu sais, c'est quand tu commences à goûter l'incertitude, puis à essayer de la tolérer, ben là, il arrive des pépins. Puis là, ben, tu les résous sans l'avoir hyper planifié d'avance. Puis ça prouve que tu es capable de les résoudre. Puis si tu es capable de les résoudre, ben là, ta confiance, elle remonte. Puis plus ta confiance, elle remonte, ben plus on vient à l'aise avec tout ça. Puis plus, à un moment donné, on vient plus tolérante, justement. Puis après un bout de temps, ben, ça disparaît. Ben, fait que c'est vraiment, il y a une question de confiance, mais tu sais, moi, j'ai en fait confiance en moi. Mettons, atterrir un avion, c'est 0%. Là. Je sais que je suis pas capable d'atterrir un avion, j'ai pas de cours là-dedans, puis je veux pas l'essayer. Fait que, tu sais, ça va te moduler d'une chose à l'autre. Mais régler des problèmes quand je suis pas prêt, si la ligne à coupe pendant qu'on se parle, c'est une possibilité. On verra bien. On va te récupérer, on va se rappeler. J'ai une espèce d'intolérance par rapport à ça, mais c'est pas la première fois que je fais des entrevues. Si c'était ma première, je serais peut-être stressé dans le piton. Fait que tu as toujours cet enjeu-là, comme tu dis, on développe notre confiance, puis c'est en prenant des risques de tolérer l'incertitude qu'on y arrive. Ça a l'air facile à dire. L'enjeu, c'est que je suis en train de dire à quelqu'un qui dit par exemple, une maman qui dit une bonne maman, ça s'inquiète, de dire, ben oui, mais peut-être qu'on devrait pas s'inquiéter puis voir qu'est-ce qui va arriver. Puis ça, c'est un gros plongeon dans le vide pour les gens. Mais quand tu dis plongeon dans le vide, là, mettons, on peut-tu nommer ça d'une autre façon? Est-ce que plongeon dans le vide, justement, c'est. J'ai de la misère avec ce mot-là, mais c'est-tu comme un acte de foi? C'est-tu juste croire? C'est comme tu as dit, là, c'est croire en notre confiance. C'est se donner des chances de développer notre confiance. C'est croire en nos capacités. Théorique. Oui. C'est ça, c'est croire en nos capacités. Mais dis donc, pour quelqu'un, mettons, là, qui regarde l'épisode en ce moment, qui se dit, ah, mais moi, je reconnais que je fais beaucoup d'anxiété, je m'inquiète régulièrement. Y a-tu des exercices à faire pour qu'on puisse apprendre à croire en nos capacités? Oui. Puis c'est pas juste croire comme dans ma tête, je sais que je suis bonne, puis là j'ai une liste de qualités, là, mais c'est vraiment, il faut le croire dans nos tripes, il faut l'expérimenter puis le vivre. C'est une confiance qui est plus incarnée, là, qui est expérientielle. Oui, il y a des trucs, puis je vais peut-être te surprendre, mais le moins bon, c'est la relaxation. Ce qui est mon truc préféré. C'est que, imagine que tu as de la misère avec l'incertitude, puis là, ton hamster ou ton fan, il tourne tout le temps dans le piton. Quand tu te relaxes, ça ralentit le ventilateur. C'est vrai, mais tu ne développes pas ta confiance à gérer des problèmes pas préparés. Je comprends. Puis les gens qui viennent nous voir puis qui souffrent d'anxiété généralisée, c'est beaucoup ça qu'ils nous demandent. Ils disent, je peux-tu apprendre à être moins anxieuse, calmer mon anxiété? Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que notre anxiété, elle découle de l'intolérance à l'incertitude. Fait que si je t'aide à relaxer, je suis un peu en train de mettre un plaster sur les choses. Il y a des gens que ça aide, mais la personne que la tête, elle tourne tout le temps, elle fait juste tourner un petit peu moins vite. Alors que moi, présentement, mon fan, il spinne pas. Je suis là avec toi pleinement. Fait que le truc que les gens ont tendance à aller chercher, c'est je vais me calmer. C'est une bonne idée, c'est pas mauvais, mais c'est pour ça qu'il va donner la voie de sortie. La voie de sortie, c'est vraiment, OK, je pense que je suis pas capable de tolérer l'incertitude. Je vais aller me donner des situations, des exemples pour apprendre à le vivre et à le tolérer. Fait que ça veut dire ce qu'on appelle l'exposition, apprivoiser nos peurs. Puis là, ici, c'est d'apprivoiser la peur de l'incertitude. Fait que c'est sûr que si ma fille, il est pas rentré, il est 4 heures du matin, puis elle n'est pas rentrée, puis on reste dans un quartier louche, ou elle était dans un quartier louche, c'est pas le temps, là. Mais peut-être que je vais pouvoir prendre des choses qui nourrissent mon ventilateur, mon fan, ou mon hamster, puis dire, OK, je vais aller, ceux-là, là, je vais en prendre une, puis je vais tolérer cette incertitude-là. Puis si le problème y arrive, ben, je vais le régler parce que je suis bonne à régler des problèmes. Les gens qui sont d'anxiété généralisée sont pas mauvais à régler des problèmes. Ils sont juste souvent pas conscients qu'ils sont capables de régler des problèmes sans préparation. Fait que, et plus ils vont développer leur confiance, ben là, c'est ça. Fait que c'est de se mettre à se trouver des incertitudes pour avoir le fun d'y goûter puis de vivre avec. C'est l'exposition. Moi, ça fesse, là. Ah,
Non, non, c'est parfait, j'aime ça, c'est ça le but. Euh, c'est vrai que, tu sais, je me sens peut-être pas anxieuse généralisée, mais c'est vrai que, oh mon Dieu, je suis vraiment contrôlante. Mais c'est vrai que, c'est vrai que les moments où je vais avoir un petit peu plus d'anxiété, c'est quand je pense que je ne peux pas régler une situation sans préparation. Ouais. Puis, des fois, c'est vrai. Mais des fois, c'est peut-être pas Ben si non. important que ça. Puis quand tu regardes d'autres personnes, souvent on le voit dans des relations de couple, là, quand tu regardes l'autre personne qui souffre pas d'anxiété généralisée, l'autre a dit, bon, on verra bien. Tu sais, on Hum, traversera le pont quand on sera arrivé, comme tu as dit. hum. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est on verra bien comment on traversera la rivière quand on sera arrivé. Ben, c'est Parce ça. que tu viens de prendre un verre d'eau, là, puis souvent, c'est que les gens ils disent, ah ben tu sais, est-ce que le verre, il faudrait que j'arrête de voir que le verre d'eau est à moitié vide puis qu'il est à moitié plein. Ouais. Mais là-dessus, moi, il y a une cliente qui m'avait dit quelque chose de brillant. Elle disait, je pense qu'avec l'anxiété généralisée, il ne faut pas arrêter de voir le verre comme à moitié vide ou à moitié plein. Il faut arrêter de donner de l'importance au verre. Ouvert, ouais. C'est plus qu'il soit comme, parce que là, on dit, y en a-tu plus, puis là, on cherche les probabilités, puis comment ça. C'est comme, on verra bien. Fait que, quand on arrivera, là, s'il n'y a pas de pont, on va en construire un. Hum, hum. Mais déjà, l'expression, c'est pas ça. L'expression, c'est on traversera quand on sera arrivé. Mais il y a cette notion-là de, ouais, mais on va arriver quand? Puis y a-tu un pont? Puis c'est un gros pont? Puis y a-tu solide? Puis suis-tu prête? Puis là, le ventilateur, il repart à tourner. Que plutôt de dire, ben, OK. Fait que, tu sais, on le voit, là, je pense à, comme des histoires de couple. Tu sais, avec des enfants, on part, on s'en va, mettons, en camping, ou on va à Montréal, ou on va à Québec. Puis là, tu sais, il y a la personne qui dit, OK, ben là, dans le sac, là, pour le bébé, on va mettre des couches. On va mettre du linge s'il pleut. On va mettre du linge s'il fait froid. On va mettre du linge s'il fait chaud. On va mettre ci, finalement, ils se font une liste avec tout ce qu'il faut mettre dedans. Puis des fois, ils font une liste à pas oublier de liste pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Puis moi, je me dis, une fois que la liste est écrite, ben, elle est écrite, mais non, mais on revise la liste pour s'assurer qu'on n'a pas pensé. Là, la liste, elle prend de la place. Puis ce qui est cute, c'est que, ben, tout d'un coup, tu arrêtes sur le bord de l'autoroute, puis il n'y a plus de couches. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on va aller au dépanneur acheter des couches, tu sais. Fait que, bref, je suis capable de m'en sortir s'il arrive un pépin, puis j'ai pas besoin de 22 listes avec une liste qui check mes listes. Puis c'est là que ça vient un petit peu demandant pour les personnes. Puis c'est souvent les gens qui sont d'anxiété généralisée, un peu comme tu disais, là, ils tombent dans un pattern dans la vingtaine, trentaine, puis ils consultent un peu plus tard. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Puis ils ont souvent l'impression que s'inquiéter, c'est normal. C'est juste leur partenaire de vie qui en a plein le casque qui s'inquiète tout le temps. Ou qui vont dire, ben là, je pense que je m'en fais un petit peu trop. Mais quand tu regardes dans leur relation conjugale, ben c'était eux autres le ventilateur, le fan du couple qui pensait à tout, qui regardait tout, qui analysait tout. Fait qu'on voit ça beaucoup au fond, de gens qui tolèrent cette mécanique-là de s'inquiéter beaucoup. On se dit, ben c'est normal. Puis là, tout d'un coup, ils viennent plus épuisés, surtout physiquement, un peu plus tard dans leur vie. Puis là, ils consultent. Ouais. Tu vois, ça m'amène à. C'est peut-être un gros sujet, là, mais. Puis je veux pas foutre la marde, là, mais. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une différence? Je me sens vraiment pas délicate de. Ben, gars, c'est pas grave, au pire, je m'excuse. La différence entre pas être capable de tolérer les incertitudes, faire des scénarios, puis toujours prévoir la couche, ça, puis la charge mentale. Est-ce qu'ils sont proches? OK. Ça fait Je vois pas mal, encore la à quoi tu charge mentale. t'excuses. Fait que je vois pas tu t'excuses de quoi. Fait que Non, c'est mais quoi? parce que je Qu'est-ce veux qui est pas délicat là-dedans? dénigrer la charge mentale en disant que c'est une intolérance à l'incertitude. Puis je veux pas réduire la OK. perception. Tu sais, je sais même pas si j'ai la bonne perception de la charge mentale. Tu sais, j'ai pas tant lu sur le sujet, mais ça se passe que je trouve que c'est pas loin. Tu sais, Oui. parce que probablement qu'on en rajoute puis que ça devient une charge de plus par-dessus la charge mentale de base. Ça se peut-tu? Je mélange-tu trop d'affaires? Ben, tu as raison. C'est-à-dire que, tu sais, OK, les gens qui sont dans l'anxiété généralisée, c'est pas des gens qui sont moins intelligents ou plus intelligents. C'est du monde comme tout le monde. Fait que Ouais. ça, on peut éliminer ça. Fait que c'est pas délicat d'en parler.
Puis c'est pas une tare, c'est pas d'être tout croche que de souffrir d'anxiété généralisée. Mais c'est sûr que pendant que ton ventilateur, ton hamster, il est occupé à rouler, ben c'est demandant. Si c'est demandant, ben physiquement, tu viens plus épuisé, d'où les symptômes physiques qu'on parle de problèmes de concentration, d'insomnie, puis de problèmes qui s'accompagnent, qui ressemblent un peu à la dépression. Puis, ben, tu es moins disponible parce que ben, au travail, dans ta vie conjugale, dans tes activités sociales, tu as quand même pas mal de choses qui roulent dans ta tête, puis ça augmente ta charge mentale. Et donc, tu peux être moins performante, plus fatiguée, moins tolérante quand tu as moins bien dormi, puis les enfants arrivent, sont fatigués, tu peux péter une coche plus vite juste parce que tu as moins de ressources, tu es moins flexible parce que tu passes ton temps à être préoccupé par quelque chose. Fait que oui, ça augmente la charge mentale que les gens ont parce que leur ordinateur est occupé à travailler à quelque chose qui est de s'inquiéter. Puis il y a des gens qui s'inquiètent plusieurs heures au total par jour dans leur tête à penser, puis qui ont comme jamais de pause, puis qui disent, je peux-tu avoir un break juste mentalement? Puis souvent, par exemple, vont consommer de l'alcool justement pour se calmer ou des calmants, puis là, ça peut devenir un petit peu dépendant ou addictif parce que ben, ça calme. Puis là, le ventilateur, il est dans la mélasse, puis là, ça tourne moins vite. Mais c'est pas mieux non plus, on peut développer d'autres problèmes avec ça. Oui, j'imagine. Mais tu sais, souvent quand on va parler de charge mentale, puis là, tu sais, je veux pas partir de débat, mais tu sais, souvent on va dire que les femmes ont une grosse charge mentale parce que c'est elles qui pensent à plusieurs tâches dans la maison, tu sais, qui vont avoir à demander souvent au conjoint de, bon, ben, tu sais, il faudrait donner un coup de main pour certaines affaires. Tu sais, il y a comme, c'est comme, bon, du peu que je connais de la charge mentale, c'est que les femmes auraient à penser à beaucoup de choses et à demander que les choses soient faites puisque le conjoint ne penserait peut-être pas à toute cette charge mentale-là. Là, c'est délicat, là, je ne veux pas foutre la merde, mais... Là, je vois où tu voulais en venir. Oui, c'est un peu... Mais en fait, tu sais, en même temps, il y a une autre question qui pop, c'est... y a-tu plus de femmes que d'hommes qui font de l'anxiété? OK, fait que là, on est dans... Pas la nuance, mais... non, on est dans le fun. Parce que là, on est dans les nuances. C'est-à-dire que, oui, il y a plus de femmes qui souffrent de troubles d'anxiété que d'hommes. Je dis pas que les femmes sont anxieuses, puis je dis pas que les hommes sont pas anxieux. Non, je dis juste qu'il y a plus, dans la distribution, dans les statistiques, il y en a plus d'un côté que de l'autre. Puis si on le voit comme binaire, si on le voit pas binaire, de toute façon, on va avoir la même réalité sur un continuum. Fait que c'est pas l'enjeu du genre comme tel, comme c'est pas distribué égal. Mais on va se reprendre, les gars, là, nous, on a un petit peu plus de comportement violent aussi. Fait que, tu sais, la violence physique, c'est aussi pas distribué de façon égale. Fait qu'il y a des différences entre les gens, mais l'erreur, ça serait de penser que ben, c'est une affaire de filles. Non, moi, j'ai des clients masculins qui ont le hamster puis le ventilateur qui tourne à 200%. C'est juste qu'ils connectent peut-être un petit peu moins là-dessus. Tandis que les hommes, on est peut-être un peu moins habiles à nommer nos émotions, puis à connecter dessus, puis à en tenir compte. Puis quelque part, c'est peut-être une faiblesse parce que ça des fois nous prive d'une couple d'affaires importantes, puis d'informations sur ce qui se passe en dedans de nous. On reste dans le stéréotype, comme tu as dit. Là. Ouais. Mais effectivement, il se fait souvent des dyades intéressantes dans des couples, peu importe le type de couple, là. Homme-femme, homme-homme, femme-femme, ou peu importe, c'est qu'il y a souvent une des deux personnes qui est peut-être plus stagne, fait que ça fait l'affaire de l'autre. Moi, si ma conjointe, elle s'inquiète tout le temps, puis elle pense à tout, moi, quand j'arrive dans le char, tout est prêt, il manque rien. Pourquoi je me casserai la tête? Fait que si moi, je me casse pas la tête, elle va dire, hey, check, le petit clin, il faudrait que je me casse la tête plus parce que lui, il s'en sac pas mal. Fait que sans faire exprès, on peut nourrir l'un l'autre sans faire exprès cette dynamique-là, alors que l'inverse pourrait être le cas. Ça peut être la femme qui n'est pas préoccupée puis qui est capable de gérer l'incertitude, puis le gars qui, lui, se sent pas sécure, puis ça peut être un couple homosexuel où on s'en fout. Là. Oui, mais il peut y avoir deux personnes de même, puis ça peut faire un beau mix. C'est ça, mon but, c'était pas de diviser, mais c'est juste, ça m'a comme flashé que, tu sais, la charge mentale est souvent identifiée chez la femme, en plus grande quantité. Fait que je comprends qu'il y a des tendances avec beaucoup de nuances. Oui, puis tu sais, je prenais mon exemple d'une bonne maman, ça s'inquiète, puis c'est un peu là-dessus que je glissais aussi, parce que c'est drôle comment un bon papa, ça s'inquiète pas. Un bon papa, ça fait sa job, puis une bonne maman, ça s'inquiète. Tu sais, on a des stéréotypes sociaux qui sont quand même installés, qui existent. C'est un stéréotype, là, c'est pas vrai. Exactement.
Mais quelqu'un qui est collé beaucoup sur ce stéréotype-là, puis qui a moins de flexibilité par rapport au stéréotype, ben, ça peut être plus facile de le prendre puis de se l'attribuer en disant faut que je m'inquiète. Parce que souvent, l'anxiété généralisée, ça va se développer quand t'as pas, comme tu as dit, quand tu n'as pas confiance à gérer des problèmes à brûle-pourpoint. Fait que ça peut être parce que dans la vie, quand tu étais dans une sorte de développement, tu n'as pas eu cette chance-là. Ou ça peut être parce qu'il t'arrive une bad luck. Puis là, tu perds ta job, tu dis shit, je l'avais pas vu venir, à l'avenir, il faut que je m'inquiète. Puis là, ben, ça peut être un homme ou une femme. Ou tout d'un coup, arrive un bébé, puis là, tu dis, mon Dieu, je suis responsable de cette personne-là qui est fragile, qui est en croissance, qui est en avenir, qui est en devenir. Puis là, ben, comment je vais faire des solutions? Ben, on est deux, c'est le premier bébé, on ne sait pas trop. Puis on peut se mettre à s'inquiéter, puis partir. Fait qu'il y a toutes sortes de façons qui vont lancer la machine. Puis le problème de la machine, c'est quand je ne tolère pas l'incertitude, puis j'essaie de trouver des solutions pour me réassurer, qui sont de planifier, d'analyser, de trouver d'essayer de contrôler l'inconnu, ce que je contrôle pas. Puis là, je tombe dans le piège. Alors que tout d'un coup, ben, ton enfant, je sais pas moi, il se cogne, il tombe en bas de l'escalier, puis tu te dis, ben, finalement, je suis pas si pire comme parent, j'ai été capable de faire ce que j'avais à faire, puis ta confiance, ça revient. Fait que, il y a une flexibilité là-dedans, mais c'est vrai que les traditionnels rôles de genre amènent plus aux femmes à avoir cette charge mentale-là. Mais je pourrais avoir la charge mentale puis me taper aussi l'épicerie, le repassage, le lavage, ce qui est complètement plus dans l'anxiété généralisée, là. Non. Mais ton point est intéressant parce que je pense qu'il y a une saveur sociale qui peut mettre de la pression pour se mettre sur le dos certaines exigences. Mais on voit que tout le monde dans la société, puis même que quelqu'un soit transgenre, bi, fluide ou peu importe, c'est pas une question de genre. Mais puis les hormones jouent un petit peu aussi. Bon, ça y est, les hormones à cette heure. Il y a des études qui montrent que des hormones, ça existe. Puis des fois, ça influence un petit peu le traitement de l'information, comment le cerveau processe les choses. C'est pas de la faute des hormones, mais des fois, ça fluctue. On va rester sur la testostérone, on va prendre mon stéréotype à moi, mais quand on est violent, il y a un petit peu plus de testostérone qui flotte dans le corps. Je dis pas qu'on est violent à cause d'eux, mais il y a des enjeux hormonaux qui touchent aussi les cycles qui vont faire que l'anxiété fluctue. Il y a plein de données là-dessus. Fait qu'on est des êtres humains complexes qui vivent dans un corps en interaction avec une société qui, elle, évolue. Fait que, s'il n'y a pas une source d'affaires, c'est le fameux biopsychosocial. Il y a plusieurs facteurs qui s'interinfluencent. Puis il y a des choses qui, on espère, avec le temps et la société évolue, puis que les biais de genre, entre autres, vont disparaître. Aïe, c'est vraiment... c'est comme tentaculaire, l'anxiété. Ça fait un chemin un peu partout. Il y a quelque chose que je trouve un peu... C'est triste, mettons, on va dire ça. Tu sais, tantôt, tu parlais de la femme qui disait... c'est sûr que je m'inquiète pour mes enfants, je suis une bonne mère quand même. C'est vrai que c'est une fausse croyance que si tu t'inquiètes pas, tu es une mauvaise personne. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, mais je l'ai déjà senti ça dans certaines situations que si je m'inquiétais pas, je n'étais pas une bonne personne. Mais c'est une fausse croyance, là. On s'entend que ça vient de où, ça? C'est quoi ça? Celle-là, je ne saurais pas, mais je blâmerais la structure sociale qu'on a développée comme société nord-américaine. Sociale pour toutes. mais comme tu as dit, on n'est pas en train de dire qu'il faut être complètement insouciant et envoyer nos enfants traverser la rue quand il y a du trafic. Là. Mais il y a une différence entre ça puis tomber dans le « je replanifie tout le temps ». Il y a une super belle étude qui avait été faite aux États-Unis où c'était un espèce, il appelait ça le espèce de petit terrain de jeu. C'était comme un terrain de jeu dangereux. Puis il essayait de regarder, c'est notre ami Michel Krass qui regardait ça dans les années, début des années 2000, les comportements des parents face aux enfants quand il y a des diades d'anxiété. Fait que, bref, il y avait comme un terrain de jeu qu'on appellerait dangereux. Tu sais, tu as un morceau de bois, il faut que tu embarques dessus, ce qu'on appellerait une pitoune. Là. Tu sais, quand tu marches dessus, ben, tu peux tomber. Il y a comme une espèce d'échelle, mais tu sais, quand tu l'échelle à monte, puis elle revient de l'autre bord dans un terrain de jeu. Fait que quand tu montes dessus comme un jeune, à un moment donné, il faut que tu te retournes de bord pour descendre de l'autre bord. Fait que, bref, tu peux tomber. Fait que c'est pas dangereux, il y en a des terrains de jeu, mais les gens ou les dynamiques où il y avait beaucoup d'incertitudes, ben, dans ce cas-ci, de cette étude-là, c'était malheureusement surtout des mères, ben, parce que c'est comme ça que l'étude était faite, ben, les mamans étaient à côté des enfants, puis ils disaient, fais attention pour pas tomber, tu vas te blesser, etc. Tandis que dans les diades où il n'y avait pas d'anxiété, et là aussi, il y avait des mamans, c'était, ben, vas-y, puis ils toléraient l'incertitude.
La maman ne disait pas, si tu tombes, c'est pas grave. Mais c'était un peu, tu vas apprendre par toi-même que si tu tombes ou si tu as peur, tu vas t'en sortir. Puis un peu cette idée-là d'apprendre par l'expérience. Puis, ben, si l'enfant, il tombe, il va pas tomber de 14 étages, là, il est comme pas loin. Puis la titoune, ben, s'il tombe, il va tomber en bas d'un bout de bois qui roule, mais puis notre société, maintenant, on a une tendance à tellement à protéger puis à surprotéger les gens parce qu'on veut pas qu'ils se blessent, parce que c'est de la faute de la ville ou du parc si quelqu'un se blesse, parce que si on entend des choses qui sont désagréables, c'est une microagression puis ça m'agresse. On a tendance à tellement se protéger avec une bonne volonté qu'on ne donne pas la chance, on donne pas la chance aux gens, surtout ceux qui sont en développement, d'apprendre à tolérer l'incertitude, la capacité à se ressortir eux-mêmes, bref, à être résilient. Plus on surprotège notre société, ben moins les gens ils développent leur confiance à s'en sortir quand il y a des problèmes. Fait que, encore là, je ne veux pas hyper simplifier, mais dans une société où tout est hyper protégé, tous les parcs ont des coussins pour pas que la personne se blesse, puis on ne veut jamais laisser que quelqu'un prenne des risques. Bref, comme tu as dit, quelqu'un qui aurait l'air insouciant, on va le faire sentir coupable. Ben, ceux qui évoluent là-dedans, les enfants, par exemple, ont moins de chances d'apprendre qu'ils sont capables de tomber en bas d'un parc ou de se faire dire des niaiseries par un autre petit ami à l'école, puis d'être capable de passer par-dessus. Et il y a d'autres sociétés ailleurs dans le monde où ils n'ont pas les mêmes chances que nous, on a. Ben, la résilience, ils l'apprennent à la dure. C'est poche quand tu es enfant, mais c'est utile quand tu es adulte. Tu utilises le mot résilience, puis je comprends, mais on pourrait aussi dire qu'il y a une grosse notion de responsabilité à travers ça, d'apprendre à être responsable de soi, de comprendre les conséquences de tomber en bas d'un jeu. T'sais, oui, mais on vit beaucoup par l'expérience. On dit souvent, un enfant, c'est moins compliqué qu'il touche le poêle pour apprendre qu'il est chaud que de le tenir loin du poêle tout le temps, puis il apprendra jamais qu'il est chaud. C'est vrai qu'il va se brûler un petit peu, mais on n'a plus des poêles en fonte, là. Fait que c'est pas si dangereux. Fait que il y a cette comme logique-là de laisser une marge où on peut se planter un peu, on peut se faire mal un peu. Pas catastrophique, là. Mais puis, comme par rapport à l'incertitude, justement, ben, prendre des risques dans la vie. Puis je dis pas de mettre tout ton argent sur la 649 demain, là, mais parce que ça, c'est de l'incertitude un peu élevée, là. Mais de prendre le risque de tolérer l'incertitude, puis il y a un inconfort qui vient avec, là. L'exposition, ça vient toujours avec un inconfort. Mais la conclusion en bout de ligne, c'est ben, finalement, je suis capable de résoudre des problèmes à froid, non préparé, sans l'avoir hyper analysé, puis sans être une mauvaise personne. Bref, ça n'arrivera pas. Puis si ça arrive, on va m'organiser avec. Ce qui est la confiance que tu disais tantôt, que tu développais quelque part en croissant dans ta carrière. Ouais. Ben, dans tout. Être capable de gérer des problèmes professionnels, être capable de gérer des situations dans la vie, être capable, tu sais. Exact. C'est fascinant quand même, l'anxiété. Mais dans cette conversation-ci, qu'est-ce que ce que ça me fait sentir, c'est que, parce que là, je vois que, j'ai des petits pics d'anxiété encore par moment. Tu sais, j'imagine qu'on en a pour beaucoup de choses tous les jours. C'est pas nécessairement un problème. Tu sais, ça peut être aussi temporaire ou comme là, on est en pandémie. Moi, je vais vivre certaines insécurités, mais je les tolère bien. Je sais pas si je fais du déni ou j'ai pleinement confiance en mes capacités, mais comme, tu sais, ça se passe quand même bien ma gestion d'incertitude pour le moment. Je sais que pour d'autres, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Mais de savoir qu'il y a une solution, oui, aller consulter, tout à fait. Là, pour ça, j'ai un projet là-dessus. Mais de savoir qu'on peut se réapproprier ou reconnaître nos propres capacités, rebâtir un peu une confiance en nos possibilités de s'en sortir soi-même, puis d'être capable de gérer l'inattendu. Je trouve que c'est apaisant pour quelqu'un qui qui a beaucoup d'anxiété généralisée. En ce moment, si cette personne-là, elle en a, puis elle entend que, elle peut se réapproprier ses capacités, ça peut détendre. Je trouve que ça fait du bien, ça. Ben, j'espère, en tout cas, c'est le but un peu de ce qu'on fait là. Tu sais, c'est pour démystifier que, ben, avoir ce ventilateur-là ou ce hamster-là qui tourne tout le temps, c'est pas fou. C'est normal. Puis ça vient pas d'une affaire dysfonctionnelle complètement weird. C'est que les gens prennent lentement, pris dans un piège où incertitude, j'ai peur, je veux pas la tolérer, je trouve des solutions, je me bâtis des solutions qui font que ben je reste intolérant ou hypersensible à l'incertitude. Puis la stratégie, ben, c'est d'essayer de diminuer ces choses-là pour
par nos tripes, réaliser qu'on est capable. Puis, comme tu as dit, l'anxiété, il y en a partout dans la vie. C'est la norme. On ne peut pas effacer ça, mais on peut se donner des moyens pour ne pas tomber dans le piège de l'évitement, puis pour montrer qu'il y a de l'espoir. Mm-hmm. Puis c'est que, t'imagines, tu sais, l'énergie récupérée, parce Tout que à fait. c'est intense, là, quand ça spinne. Mais en tout cas, je trouve que c'est très positif quand même. Tu sais, je trouve que c'est pas lourd comme les possibilités de prendre conscience de soi, de se réapproprier son pouvoir sur soi-même. C'est pas lourd, là. Je veux dire, c'est très possible. Tu sais, oui, je comprends qu'il y a des traitements, je comprends qu'on peut consulter, je comprends qu'il peut y avoir, j'imagine qu'il y a de la médication pour ça aussi. Oui, tu sais, il y a plein de solutions, puis il y a plein de professionnels qui ont la compétence pour offrir ce type de solution-là. Je pense aux psychologues, aux psychiatres, médecins, mais psychoéducatrices qui font de la psychothérapie, aux travailleurs sociaux qui font de la psychothérapie. L'éventail est large, Ouais. mais il y a des solutions. Puis Oui. c'est pour ça que c'est important d'en parler, c'est qu'il existe des choses qui peuvent être mises en place. Puis c'est pas fou, c'est normal. C'est ça. Mais je trouve quand même que, tu sais, dans un souci d'autonomie, le regard sur soi, de se réapproprier ses capacités, pourra faire descendre l'anxiété ou. Absolument. Tu sais, c'est le fun d'être autonome, là, quand même. Tu sais, pour quelqu'un qui fait de l'anxiété dans le tapis, puis qui entend que, ah, attends, c'est juste que je suis pas conscient que je suis capable, ah, OK, parce que moi, si j'avais su ça plus jeune, ah, OK, fait que là, je me fais des scénarios parce que je comprends pas que je vais être capable de dealer avec. Ah, OK, mais attends, est-ce que je serais capable de dealer avec, tu sais? Je sais qu'il y a un moment dans ma vie plus jeune, je parlais avec quelqu'un qui étudiait en psycho, puis moi, j'avais une job dans un centre d'appel, puis j'arrivais pas à prendre des décisions, j'étais super insécure, puis il m'avait dit, as-tu déjà pensé, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis tu vois, c'était une autre façon de m'amener à, tu vas être capable de dealer avec, tu sais. Exact. Il m'avait fait, tu sais, c'était par rapport à partir de chez mes parents, puis il m'avait dit, est-ce que tu es capable de trouver un appartement? OK, puis si cet appartement-là, il est trop petit, s'il est trop grand, s'il est trop cher, s'il passe au feu, puis il m'avait monté un build-up de, au pire, tu passes au feu, puis tu n'as plus rien, qu'est-ce qui va arriver? Puis j'ai ben, je vais aller habiter chez des amis, retourner chez mes parents, mais ils disent, ben, c'est ça. J'ai fait, ah, tu sais, je comprends que ça frôle un peu, gonfler les incertitudes d'aller au pire, mais ça reste que ça peut être comme de se rendre compte qu'on est capable de dealer avec. C'est le but qui compte. Puis la conclusion, c'est ça n'arrivera pas si pire que ça. Puis si ça arrive, on le prendra quand ça arrivera, parce que je vais être capable. Ah, c'est ça. Dans des incertitudes qui sont normales. Si on parlait de. Je n'ai pas le goût de me planter un couteau dans le cou juste pour voir qu'est-ce qui va arriver. Là. On ne fait pas des comportements qui sont dangereux. On parle là de quelqu'un qui s'inquiète au-delà de ce qui est justifié selon cette personne-là ou d'autres personnes. Fait qu'on est vraiment dans un spin dans notre tête. Ouais. Ah, mais je trouve ça beaucoup, tu sais, parce que j'avais un peu d'appréhension pour notre sujet d'aujourd'hui. Je me disais, on a déjà parlé de phobie, de TOC, tu sais, puis on avait parlé de troubles anxieux, puis je me disais, comment qu'on va faire pour retourner là-dedans? Puis, tu sais, parce que ce que j'aime, moi, dans mes rencontres, c'est d'apprendre, puis de démystifier, puis de comprendre, puis j'avais peur que ça soit lourd, puis c'est tellement 1000 fois plus léger que qu'est-ce que je pensais. Parce que je trouve que c'est possible d'être autonome dans des solutions, puis de prendre conscience en douceur, puis de se reprendre en main dans l'anxiété, c'est possible. Oui. Puis c'est aussi le ton de la rencontre qu'on a ensemble. Là. Si on voulait rendre ça plus scientifique ou plus thérapeutique, je doserais mon discours de façon différente. Mais là, je pense qu'on atteint exactement ce qu'on cherche dans l'émission. Oui, je trouve ça très cool. Mais parce que je trouve que ça fait du bien aussi, tu sais. Il y a des sujets, tu sais, mettons, je me souviens, les TOC, quand on en a parlé, ou même les troubles anxieux, tu sais, pour moi, c'était un peu confrontant parce que, je me livrais en même temps, j'essayais de voir comment je l'avais vécu, puis là, mais je trouve ça le fun de revenir sur un sujet. Je trouve ça le fun, puis je trouve que ça m'amène à un regard plus léger sur les troubles anxieux. Pas que je veux dédramatiser ou dévaloriser, ou c'est pas ça, mais de comprendre qu'il y a des possibilités beaucoup plus faciles et simples qu'on pense. Parce que j'imagine que quand tu es dans une grosse
période d'anxiété généralisée, tu ne dois pas les voir, les possibilités, mais il y en a, puis ils ne sont pas loin, puis ils sont beaucoup plus simples qu'on pense. Exactement. Mais quand on est dedans, quand on est en plein dans la crise, c'est beaucoup plus dur. Il n'y a pas de solution magique non plus, là, tu sais. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut il faut démystifier, puis il faut montrer l'espoir. Puis après ça, ben, voir qu'il y a de l'espoir, puis qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place. Puis après ça, les gens, ben, ils peuvent prendre les démarches qu'ils veulent, mais c'est déjà une grosse chose de faite. Ah. Ben écoute, je pense que ça va être le titre de notre rencontre aujourd'hui. L'espoir! Là, on ne va pas la garder. Mais pour moi, est-ce qu'on a fait le tour de l'anxiété généralisée dans cet angle-là aujourd'hui? Tout à fait. Ah, ben en tout cas, merci beaucoup encore, Stéphane. Je me sens plus légère. Puis encore moins dans le jugement qu'avant. Fait que tu vois, tu fais une bonne job, bien sûr. Parce qu'on travaille en équipe. Bon, ben un gros merci. On se recroisera peut-être. Au plaisir de reparler de tes découvertes, de tes recherches et de ce que tu enseignes pour que je devienne une meilleure personne. Plaisir. Bye bye. Bye.